Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentée par Popex, actualité et analyse des idéologies, des discours, des mouvements populistes, extrémistes et complotistes. Aujourd'hui, nous allons tenter ensemble de clarifier les termes d'extrémisme, de radicalisme et de populisme. Nous les avons déjà tous entendus, que ce soit à la télévision, à la radio, à un repas de famille ou lors d'une discussion. Mais comment les définir précisément? À quoi font-ils référence? Comment les comprendre et les employer à bon escient? L'extrémisme, le radicalisme et le populisme sont-ils synonymes? Ou à l'inverse, renvoient-ils à des pensées et des discours ou des actions différentes? Premièrement, l'extrémisme est un positionnement vis-à-vis d'une norme, d'un centre. C'est une divergence qui peut être d'ordre religieuse ou politique, idéologique et profonde. Les extrémistes ambitionnent de changer le système. Pour cette raison, les extrémistes sont marginalisés, à la fois par les autres, mais aussi par eux-mêmes. Leurs prises de position nourrissent leur propre rejet du système. Deuxièmement, l'extrémisme, c'est aussi un mode d'action direct qui en appelle à la violence, dans la parole, dans la posture ou dans les actions. Les extrémistes rejettent le débat et la recherche de consensus. Enfin, troisièmement, l'extrémisme est un caractère. C'est une forme de mécontentement, mais aussi une grille d'analyse dichotomique du monde. Eux contre nous, le bien contre le mal, l'ami contre l'ennemi, l'exploité contre l'exploitant, le national contre l'étranger. Face aux crises politiques, économiques ou sociales, la pensée extrémiste est à la recherche de la pureté, une période du passé où un avenir spécifique est idéalisé. C'est la recherche d'un âge d'or. La société prônée ne connaît aucune contradiction, aucune altération ou aucun conflit. En fonction des idéologies défendues, cela peut être une communauté nationale homogène ou une communauté sans classe autogérée. L'extrémisme renvoie à des courants religieux, des partis politiques comme ceux d'extrême gauche, ceux d'extrême droite ou encore l'extrémisme écologique. L'extrémisme n'est donc pas le propre d'un mouvement, et rares sont les extrémistes qui se définissent comme tels. Plusieurs organisations extrémistes ont entamé des phases de dédiabolisation ou de modernisation, voire de banalisation. Certains partis ou certains mouvements ont ainsi modifié leur image publique, leur logo, leur façon de s'exprimer ou de se présenter. Certaines organisations peuvent aussi rejeter la violence. Pourquoi ces changements? L'objectif est notamment d'élargir leur base électorale et de tenter de siéger au sein des parlements et des gouvernements. Aujourd'hui, en politique, il n'y aurait pas d'avenir durable en dehors des institutions. Dès lors, les extrémistes sont confrontés à une aporie. Comment garder sa spécificité pour se démarquer des autres, tout en se banalisant, en intégrant le système pour ne pas disparaître? Le radicalisme est parfois synonyme d'extrémisme, parfois porteur de ses propres caractéristiques. Premièrement, le radicalisme est une attitude, la force avec laquelle un point de vue est exprimé. Une organisation radicale identifie la nature d'un problème pour l'éradiquer. En ce sens, elle est peu encline à modifier sa ligne idéologique ou à remettre en question ses actions ou ses projets politiques. Une organisation radicale est prisonnière de sa pensée. Elle ne s'ouvre pas aux autres, elle ne dialogue pas. Deuxièmement, le radicalisme peut désigner des organisations proches des organisations extrémistes, mais qui auraient pris leur distance vis-à-vis de l'action directe violente. Le radical ne rejette pas frontalement les institutions politiques. Cela peut être par divergence idéologique avec les mouvements extrémistes ou par volonté de paraître plus respectable et de gagner les voix des électeurs. Il existerait donc une échelle d'intensité sur laquelle l'extrémisme occuperait une position supérieure à celle du radicalisme. Les partis extrémistes refuseraient de participer au pouvoir, tandis que les partis radicaux accepteraient afin de changer le système de l'intérieur.
Les partis extrémistes ambitionneraient de renverser la démocratie, tandis que les partis radicaux s'en accommoderaient. Dans le champ politique, le terme populiste est mobilisé à des fins déstabilisatrices. Il vise à dénigrer un adversaire. Vous n'êtes qu'un populiste. Mais enfin, c'est du populisme. Dans ces deux exemples, le terme fait référence à la démagogie, à l'instrumentalisation des foules ou encore au simplisme visant à convaincre les électeurs. En dehors de ces considérations, dans le champ scientifique, le populisme n'est pas défini comme une idéologie. Il n'est pas le propre d'un courant politique particulier. Le populisme, c'est un style rhétorique. C'est un type de discours qui peut être de gauche ou de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. Ce type de discours spécifique se caractérise par la présence systématique de deux entités que tout oppose, le peuple et les élites. L'appel au peuple constitue la source de la légitimité. Dans les discours populistes, le peuple est présenté comme majoritaire, homogène et travailleur. Premièrement, le peuple est majoritaire. C'est le plus grand nombre, les 99%, monsieur et madame tout le monde. Deuxièmement, le peuple est homogène. Il rassemble l'ensemble des classes sociales et, plus généralement, l'ensemble des individus sous une même appellation ou dans un même corps. Par exemple, dans le cas d'un discours populiste de droite, le peuple renvoie aux nationaux ou à un groupe ethnique spécifique. Dans le cas d'un discours populiste de gauche, le peuple renvoie aux ouvriers ou aux travailleurs qui luttent pour leur survie. Outre son caractère majoritaire et homogène, le peuple est également présenté comme travailleur. Il produit de la richesse. Il connaît, il a connu, comme les retraités, ou il va connaître, comme les jeunes, une vie de labeur. Les discours populistes se caractérisent par de multiples références au travail, à l'effort ou au mérite. Le peuple participe à l'enrichissement et à l'amélioration de la société. Son travail le distingue des assistés, des intellectuels, des artistes ou des banquiers. Les discours populistes font appel au peuple contre des élites. Les élites sont l'image inversée du peuple. Elles sont minoritaires, hétérogènes et paresseuses. Premièrement, les élites sont minoritaires. Elles ne représentent qu'un petit groupe d'individus et non la majorité. Ce sont les 1%, les partis politiques, les juges, les députés européens, les multinationales, etc. Ces élites confisquent et volent la souveraineté populaire. Deuxièmement, les élites sont hétérogènes. Elles ne partagent pas de culture, pas de langue ou pas d'histoire. Les élites ambitionnent seulement de maximiser leur intérêt privé, c'est-à-dire de gagner plus d'argent ou d'être réélus. Troisièmement, les élites sont paresseuses. Elles ne produisent rien. Au contraire, elles s'accaparent la production du peuple. Elles vivent du travail d'autrui et n'ont aucun mérite ni aucune légitimité. Dans les discours populistes, les élites sont des boucs émissaires responsables de l'ensemble des maux de la société. Crise politique, crise économique, crise sociale ou migratoire. Le populisme et la démocratie sont deux notions qui comportent des références au peuple et à la souveraineté populaire. Mais, je vous pose la question, populisme et démocratie sont-ils compatibles? En présentant un peuple pur et homogène, le populisme s'oppose au pluralisme ou à l'état de droit. Le populisme rejette l'idée de débat, de temps long, de corps intermédiaire entre la volonté populaire et son action effective. Pour ces raisons, le populisme serait donc une menace pour la démocratie. Mais le populisme peut aussi être un outil correcteur de démocratie. Le populisme souhaite une plus grande représentation, une participation plus approfondie ou plus d'action des citoyens au sein du système politique. Les citoyens ne devraient pas être limités à remplir un bulletin de vote tous les 2, 3 ou 4 ans. Sous cet angle, le populisme donne ou redonne la parole à ceux qui sont mal ou pas représentés.
Plus généralement, les relations entre les partis populistes et la démocratie varient selon les idéologies véhiculées par ces partis. Chacun a ses spécificités. Les débats sont nombreux et face à leurs discours, nous devons tous nous poser les bonnes questions. Qui s'exprime? Quelles idéologies défendent-ils ou défendent-elles? Quelle forme de société est promue? Le peuple est-il inclusif ou exclusif? Quelle continuité entre les discours et les actions politiques? Maintenant que les cadres sont posés, à vous de vous les approprier, d'en discuter, d'en débattre afin de devenir les citoyens de la société de demain. Merci pour votre écoute, c'était une vidéo proposée par Popex. N'hésitez pas à la partager. À très vite.